Bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, je voulais parler de la paracha Mason Bamidbar, mais du concept de conte. Parce que la paracha de Bamidbar, la paracha de Nassau, une bonne partie de la paracha de Nassau, le début, parle du conte du peuple juif. Il y a un recensement du peuple juif, et c'est le troisième en un an qui s'est fait depuis la sortie d'Égypte. Et donc je voulais adresser ça, et par le, par le biais du conte dans la paracha de Bamidbar, tout le livre de Bamidbar est appelé Chumash Apkudim, le livre des contes, contes comptés. Et donc, c'est un thème important dans la paracha, un thème important dans la paracha de Nassau, un thème important dans le Matan Torah, un thème important dans tout le Chumash de Bamidbar. Donc, je voudrais commencer avec cette idée-là. Il y a plusieurs sikhot du Rabbi sur ce concept, sur l'idée du conte, et essayer de faire un peu une synthèse de ce que le Rabbi nous enseigne justement sur ces contes et sur le conte de la paracha en préparation au Matan Torah, etc. Alors, on va parler du concept de conte en général, de compter le peuple juif, de recensement du peuple juif, et en particulier ce qu'il y a de particulier avec le conte qui est mentionné dans la paracha. Comme j'ai dit, c'est le troisième depuis la sortie d'Égypte, et le dernier avant les 40 ans. Tout à la fin, un peu avant le passage, la transition de Moshe à Yoshua, à ce moment-là, donc avant que le peuple juif rentre en Israël, il y aura un quatrième conte, quatrième recensement du peuple juif, mais ça, ce sera à la fin. Donc pour l'instant, ça va être le dernier de cette période-là. Et un point important donc à voir. Alors, le Rashi nous parle du conte qui est tout au début. Le pasuk dit Vaïdaber, donc Hachem va parler à Moshe. Le premier, dans le Midbar Sina, dans le désert du Sinaï, le premier du deuxième mois, et la deuxième année de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le conte dans la paracha de cette semaine se passe Rosh Chodesh Iyar, un an après la sortie d'Égypte. Bon, un peu plus qu'un an, puisqu'ils sont sortis Pessah, et là on est 2 semaines après Pessah, l'année d'après, donc un peu plus qu'un an après la sortie d'Égypte, et on va commencer donc ce conte-là. Et Rashi nous dit, Bitoch Chibatan, les Fana, parce qu'Hachem aime tellement le peuple juif, Moné Otam Kolcha, il les compte constamment. Alors que c'est quoi les constamment? Je dis, c'est que 3 fois. Mais Rachid nous dit, se sert de cette expression-là, Kol Sha'a, quand ils sont sortis d'Égypte. Menan, il les a comptés. Ensuite, que Shenaflou Begel, après l'histoire du veau d'or, donc pendant l'été après la sortie d'Égypte, Menan, il les a comptés. Pourquoi? L'Eda Minanatorim, pour savoir combien de personnes sont restées, ont survécu cet épisode-là. Et quand il vient maintenant présenter, mettre sa shrina sur eux, il les compte. Le premier Nissan, le Mishkan a été mis en place. Le premier Iyar, il a compté le peuple juif. Donc c'est lié avec la Shrina, lié avec la présence d'Hachem à travers le peuple juif. Alors, il y a plusieurs points dont on va parler, mais sans entrer dans les détails, juste cette idée-là de compte, Hachem nous dit pourquoi? Parce qu'Hachem aime le peuple juif. Étant donné qu'Hachem aime le peuple juif, il va les compter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre les compter et aimer le peuple juif, et pourquoi est-ce que c'est lié avec la présence de la Shrina, avec le Mishkan, et nous lisons ça avant Matan Torah, quel rapport avec tout ce genre de choses? Alors, en ce qui concerne l'idée d'aimer le peuple juif, une des choses qu'on sait sur un conte, c'est que quand on aime quelque chose, quand il y a quelque chose qui est important pour nous, on compte. Les gens comptent les diamants, leur argent, ou ce qu'ils ont, et c'est une manière de montrer que c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est une chashivut, c'est quelque chose d'important et quelque chose qui nous tient à cœur. Une fois, quelqu'un avait demandé au rabbi, une dame avait demandé au rabbi, comment est-ce que le rabbi fait pour se tenir debout tous les dimanches. Je ne sais pas si la personne avait mentionné à son âge ou pas, mais je veux dire, c'est des heures et des heures à se tenir debout comme ça. Est-ce que le rabbi n'est pas fatigué? Le rabbi avait répondu, quand on compte des diamants, on n'est pas fatigué. C'est un peu ce que Hachem voulait exprimer par le compte. Hachem compte des diamants, et donc c'est pour montrer combien il les aime, combien on est précieux à Hachem, etc. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette idée du conte. Dans un conte,
il y a premièrement l'essence même de la personne qui va ressortir. C'est-à-dire que quand on compte tout le peuple juif, on va prendre le chiffre de 600 000, même si c'est un peu plus que 600 000, mais prenons ce chiffre de 600 000 personnes. On compte 600 000 personnes. Parmi ces 600 000 personnes, alors quand je dis personnes, c'est pas personne exactement, je devrais dire que le recensement a été fait, et c'était censé être savoir aussi pourquoi les gens qui sont disponibles à la guerre. Donc on compte les hommes entre 20 et 50 ans. C'est ce que ce recensement va inclure, à part les tribus de Lévi, où les enfants de Lévi vont être comptés à partir de l'âge de 30 jours, à partir d'un mois, mais sinon le reste du peuple juif, c'est à partir de 20 ans, de 20 ans à 50 ans. Alors, on les compte, on peut imaginer qu'il y a le même chiffre de femmes, plus ou moins entre 20 et 50, plus tous les enfants qu'il y avait avant, toutes les personnes au-delà de 50 ans, mais on va se servir de chiffre de 600 000, même si ce n'est pas un chiffre qui est exact, juste pour arrondir, mais pour la facilité, juste pour la conversation. Donc, il y a 600 000 personnes. Parmi ces 600 000 personnes, il y a Moshe, il y a Aaron, il y a les enfants d'Aaron, il y a les Nessim. Et puis, il y a de l'autre côté, je veux dire, peut-être à la fin, on va compter des personnes qui n'ont pas arrêté de faire des soucis au peuple juif, à Moshe, Datan, Aviram et d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on les compte, on compte un par un, on compte chaque personne. Chaque personne n'est que un, dans le sens qu'on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eh bien, Moshe sera une personne, Aaron sera une personne, et non, je ne sais pas, Moshe ben Amou sera une personne aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de la qualité de vie, la qualité de la manière dont cette personne vit son judaïsme, sa relation avec Hachem, on ne compte pas la qualité de la personne, on compte l'essence même de la personne. Ou comme l'Admor Zaken nous dit dans Tanya, que toutes les neshamot, du niveau des neshamot, on est tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. Et donc, on va compter exactement vraiment l'essence de la personne la plus pure. Ce qu'on appelle en yiddish le pinteleyid, le etsem, l'essence de la personne. L'essence de la personne, c'est quelque chose qui va se retrouver chez tout le monde. Donc, ça révèle le côté essentiel, profond de la personne qui fait qu'un juif est un juif. Et il n'y a pas de différence entre un Moshe Rabbeinu, qui va compter comme une personne, Aaron, qui va compter comme une personne, et le commun des juifs, qui va aussi compter comme une personne. Parce qu'on est là vraiment à regarder le plus profond de leur existence. Pas comment la personne vit, pas les qualités de la personne, mais vraiment l'essence de la personne. Un des exemples qu'on pourrait donner dans notre vie, c'est l'amour et l'attachement qu'on pourrait avoir à un petit bébé. Quand des parents ont des enfants, alors on aime tous ces enfants, etc. Mais pour une raison ou une autre, il y a quelque chose de particulier avec un petit bébé. Un lien particulier, un amour particulier qui fait que on se sent très sensible à un enfant, alors qu'un enfant adulte ou un enfant plus âgé, on est peut-être moins sensible dans le sens où il y a peut-être moins de cet attachement profond. Pourquoi? Alors que, bon, en fait, ça devrait être le contraire. Pourquoi? Parce qu'un petit bébé, il ne fait rien. Il mange, il dort. Pourquoi est-ce qu'on est tellement attaché, on a tellement d'amour pour ce bébé? Et un enfant plus âgé, des fois on se met en colère, des fois on s'énerve, etc. Mais c'est un enfant, de temps en temps, nous donne un peu de nachat, un peu de joie, un peu de satisfaction. Il va nous embrasser, il va nous faire une petite carte, il va nous faire quelque chose. Pourquoi l'enfant qui ne donne jamais de nachat, le bébé qui ne fait que manger, dormir, on est comme des fous devant eux, et un enfant qui nous donne du nachat? Peut-être qu'au lieu d'avoir 100% du temps, c'est 99% du temps. Ou un enfant adulte. On n'a pas ce même lien à profondeur de ce lien. Ça défie la logique. Logiquement, cet enfant qui va nous donner quelque chose en retour, on devrait plus apprécier. Pourquoi? Parce que, justement, dans cet enfant avec qui on a un retour, l'essence du lien qu'un parent a avec un enfant, elle peut avoir été perdue. On est rentré un peu dans une relation qui va être, comment dire ça, dans l'échange, dans la transaction, dans la transaction. Je m'occupe de toi, je te donne à manger, et en retour, tu me donnes une nachat, en retour, tu fais ci, en retour, tu fais ça, tu fais ta chambre, tu me donnes des petits-enfants, quelle que soit la chose. Mais il y a une espèce de transaction qui se met en place. La relation, au jour le jour, est une relation qui est beaucoup plus transactionnelle. Et des fois, on oublie un peu l'essence de la relation qu'on a avec nos enfants, qui est quelque chose de pur et d'essentiel, ou même qu'on est nachat ou pas nachat, c'est pas grave, un enfant, c'est notre enfant.
Quand il y a un bébé qui, je vais dire, ne produit rien du tout, on ne peut que se concentrer sur la relation essentielle qu'on a avec cet enfant. Il n'y a pas d'attente. Et donc, il n'y a pas de déception, mais il n'y a pas d'attente parce que la relation n'est pas censée être une relation transactionnelle où il n'y a aucune attente de ce que la personne pourrait nous donner, de cet enfant pourrait nous donner, parce que c'est un enfant qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour l'instant. Il est juste en train de manger et de dormir. Donc, il n'y a aucune attente, il n'y a rien qui va cacher, qui va couvrir, ou bien qui va nous détourner de la relation la plus profonde qu'il puisse avoir entre un parent et un enfant, qui est, tu es mon enfant et je t'aime, point final. Il ne s'agit pas de est-ce que tu me donnes une achat, est-ce que tu fais ta chambre, est-ce que tu m'écoutes. Non. Mais c'est la même chose avec le compte. Quand on compte l'essence même, on dit il n'y a pas de différence entre Moshe et le juif le plus simple possible. On exprime cet amour profond qui existe entre Hachem et le peuple juif. Il ne s'agit pas d'un amour transactionnel où tu me fais du nachat, je vous aime, vous m'écoutez, vous faites la Torah, le mitzvot, je vous aime, et plus vous faites la Torah, mitzvot, plus vous étudiez la Torah, plus je vous aime. Pas du tout. On arrive à toucher l'essence même de la personne. Et ça, c'est l'idée du conte, de compter le peuple juif, et c'est ce que le rabbi explique dans les mots de Rashi, que pourquoi est-ce qu'Hachem compte le peuple juif, et les compte tout le temps, Léodia Chibatan, pour montrer l'amour. Ça veut dire quoi? Pour révéler cet amour qui existe entre un parent et des enfants, qui n'est pas un amour transactionnel. C'est pas oui, si on écoute Hachem, Hachem nous aime. Non, même après le Hegel Hazav, on a été compté. On a tous été comptés de la même manière. Pourquoi? Parce que même après le Hegel Hazav, quand on a fauté, la faute c'est quoi? C'est dans cette transaction. On n'a pas écouté ce qu'Hachem a fait, on a fait des bêtises. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus les enfants d'Hachem? Et donc Hachem nous compte pour nous dire l'essence de ce que vous êtes va toujours être avec moi. Il n'y a rien qui va changer. Alors effectivement, on s'est disputé. Mais vous êtes toujours un, et il n'y a pas de différence entre Moshe et un autre juif. Vous êtes toujours un, vous êtes toujours mes enfants à moi. Alors j'aurais bien voulu que vous vous comportez d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ça ne va rien changer à l'amour profond qui existe entre Hachem, notre Père, Avinu Sheba Shemaim, et ses enfants, le peuple juif. Et ça, c'est le concept du conte. Pour révéler l'amour et pour montrer à lui, à nous, que quoi qu'il arrive, Hachem est notre Père, quoi qu'il arrive, Hachem est la personne qui nous aime. Ça, c'est le concept de compter. Ça montre la chashivut, ça montre l'importance de chaque chose, de chaque élément. Chaque juif est important. Il manque un juif, il y a quelque chose qui va manquer dans le compte. Un juif n'a pas été compté, même si c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à offrir au peuple juif, peut-être on pourrait voir les choses comme ça, on pourrait se dire ça. C'est pas grave. Un juif, et chaque juif doit être présent, doit être compté, c'est important qu'il soit là. Donc ça, c'est le concept du compte. D'ailleurs, le rabbi nous mentionnait de Shnei Luchot Abrit, Shaya Horowitz, qui expliquait l'idée du compte. Il disait que le compte, c'est aussi un concept de la halakha. Il y a un halakha dans le Yoréder, dans le Shulchan Aruch, qui vient de la Gemara, bien sûr, que davar shebeminyan eno batel. Quelque chose qui a été compté n'a pas été batel. Mais quelque chose qui est compté. Alors, de quoi il s'agit? On sait que de manière générale, dans la cacheroute, et dans d'autres choses, mais parlons de la cacheroute, il y a un concept de bitul et de bitul beshishim. Les choses peuvent être annulées. Par exemple, on a une casserole, une marmite de cholent, un repas de viande et de tafina, et il y a une goutte de lait qui tombe dans ça. Une goutte de lait dans 60 fois plus de viande, on va dire une goutte de lait dans une tafina de je sais pas, 3 kilos, elle est perdue. Elle est battelle, elle a disparu, elle n'a aucune importance. Et donc, on peut manger ça, même si un peu de lait qui est tombé dans la viande, étant donné qu'il y a 60 fois plus, ou encore plus au-delà des 60 fois, cette goutte de lait n'a plus d'importance. Et c'est vrai pour d'autres choses. Il y a quelque chose de pas cachère qui s'est mélangé avec quelque chose de cachère. De manière générale, il y a des exceptions, dont les choses qui sont comptées, mais de manière générale, quand il y a 60 fois plus de ça, c'est ce qu'on appelle batel, c'est annulé, et on peut manger, consommer cette chose qui n'est pas cachée. Comme je l'ai dit, il y a des exceptions. Une des exceptions, c'est quelque chose qui est vendu à la pièce, pas au poids, mais vendu à la pièce. Un exemple qu'on a chez nous, c'est par exemple les œufs. Les œufs sont vendus en douzaines. Et donc, quand un œuf manque, on ne va pas dire, ah ben non, c'est pas grave. De toute façon, j'ai le même poids. Tant que j'ai mon kilo 1,2 kg ou 2,2 kg, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de savoir combien d'œufs j'ai dans ça. Non.
Les œufs, on ne les achète pas au kilo ou au litre, ou je ne sais pas quelle manière on pourrait les mesurer, on les achète à la pièce. Donc chacun est important. Et dans ce cas-là, un œuf pas cachère, par exemple, qui serait mélangé avec 100, 200, 500 œufs cachères, ben c'est pas grave, on ne peut pas manger tout ça. Tant que c'est mélangé, on ne sait pas ce qui est quoi. Tant que c'est tel en tant que eux, on ne peut pas les manger. Parce que c'est quelque chose qui est d'avar chez bien, quelque chose qui est vendu à la pièce. Et dans ce cas-là, ça veut dire que chacun est important. Que si je ma boîte, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai ma boîte de 12 œufs, il en manque un. Je ne vais pas regarder comme c'est marqué des fois sur les céréales ou sur les chips ou autre chose. Et ne vous inquiétez pas, même si le paquet a l'impression que vous avez l'impression que le paquet est vide, mais il y a le poids marqué sur l'emballage. Bon, les œufs, ce n'est pas comme ça. Les œufs, on ne va pas se dire, de toute façon, j'ouvre, au lieu d'avoir 12, j'en ai que 11, et c'est pas grave, tellement que j'ai 1 kilo d'œufs à la fin, ça me convient. Non, c'est une boîte que j'ouvre, il n'y en a que 12 au lieu de 11, ben je la referme, je la remets dans le frigo du magasin et je rachète une autre. J'achète une autre, il y a les 12. Je ne vais pas dire, c'est pas grave, c'est battel. Un œuf, ça ne compte pas. Non. Chaque chose, tandis que c'est vendu à la pièce, chaque pièce est importante. Et bien ça, nous dit le Shnon Ochot, c'est ce que Hachem a voulu faire avec le peuple juif. Une fois que le peuple juif a été compté, on ne peut plus jamais être battel, être annulé ou annihilé. Le peuple juif ne sera jamais absorbé, perdu dans le monde, perdu parmi les nations, on va toujours exister. Parce qu'on est maintenant quelque chose qui est compté, où chaque pièce est importante, et donc on ne sera jamais battel, jamais annulé. Donc ça nous donne une importance, même si au cas où on pensait qu'on ne l'avait pas, on a pris maintenant une importance qui est non seulement une importance aux yeux d'Hachem, mais même une importance halachique. Halachique, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est comme ça. Ce n'est pas une métaphore, c'est pas je ne sais quoi. Si la halakha nous dit, c'est que c'est vrai. Ce qui me fait penser à un concept que le Rabbi expliquait sur Mashiach, où le Rambam, dans les lois de Mashiach, nous dit que c'est aussi dans la halachot. Mashiach, c'est aussi dans la halakha. Entre autres, dans le Chumash, on trouve que l'idée de Mashiach dans les lois des villes de refuge, d'Arim Miklat. Ou à l'époque de Mashiach, il y aura 3 villes de refuge supplémentaires qui se seront rajoutées aux 6 qui étaient à l'époque du Chumash, à l'époque pas du Chumash, mais à l'époque de Yoshua, quand le peuple juif était en Israël, à l'époque du Tanakh. Pourquoi est-ce que le Rambam rajoute que c'est aussi dans la halakha? Parce que là, la halakha, on est obligé de l'expliquer tel quel. Il y a certaines choses, le Rambam nous dit sur Mashiach, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Le loup va habiter avec l'agneau. Est-ce que ça va vraiment être un loup et un agneau? Est-ce que c'est juste une parabole, un machal? Comme le Rambam me dit, ça pourrait être les non-juifs et les juifs qui vont vivre en paix. On ne sait pas exactement. Et donc, il y a certaines choses qui sont considérées comme des machalim où on peut se dire, on ne sait pas, est-ce que ça va vraiment arriver comme ça? Est-ce que ce sera des choses? On va arriver en Israël, on dit, sur les ailes d'aigle. Alors, il y en a qui disent, ce n'est pas vraiment des aigles, ça peut être les avions. On verra. Quand Mashiach arrivera, on verra exactement ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est un machal, qu'est-ce qui n'est pas un machal, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, etc. On verra. Mais quand c'est la halakha, il n'y a pas de machal. La halakha, c'est tel quel. Quand la halakha nous dit qu'il faut faire Shabbat, c'est pas oui, Shabbat, c'est une métaphore. Non. Shabbat, on n'a pas le droit de prendre la voiture, on n'a pas le droit d'allumer une cigarette, on n'a pas le droit d'être au téléphone. Point final, c'est pas ni oui, Shabbat, c'est un jour de repos, je me relaxe, ça veut dire que la Torah me donne un jour pour faire ce que je veux. Non. Quand c'est la halakha, ce n'est pas négociable et ce n'est pas des machalim. Quand la halakha nous dit qu'il faut allumer les bougies de Shabbat, la halakha nous dit qu'il faut manger kasher, qu'il faut mettre les tefillin, c'est tel quel. Ce n'est pas oui, les tefillin, ça veut dire qu'il faut que je pense à Hachem, donc je pense tous les jours à Hachem, ou bien que je pense que mes actions sont dédiées à Hachem, donc j'y pense. Non, non. Il faut mettre des boîtes en cuir avec les parchemins et les lanières, et c'est tel quel. Donc quand cet amour que Hachem montre au peuple juif par l'intermédiaire du conte, maintenant prend une dimension de halakha, c'est que c'est vrai, c'est tel quel. C'est pas juste oui, Hachem nous aime et c'est très beau. Oui, c'est vrai aussi, mais ça prend une dimension de halakha. La halakha, c'est du concret, la halakha, c'est de l'éternel et c'est du réel. C'est-à-dire que maintenant, l'amour entre le peuple juif et Hachem a été codifié, a été exprimé, c'est quelque chose qui est maintenant, je dirais, une loi, si on peut dire, et qui ne pourra jamais changer. Hachem nous aime, chaque juif est important pour Hachem. Et c'est ce que Hachem voulait dire, qu'on dit que quand c'est Kol Shak, Hachem nous compte tout le monde, chaque moment. Alors, ce n'est pas chaque moment, sur un an, c'était 3 fois, ça ne s'est pas refait après pendant 39 ans, donc ce n'est pas constamment. Mais c'est révélé cet amour constant qui est entre Hachem et nous.
qu'on ressente constamment, qu'on ait cet amour avec nous qui nous porte à éternité. Tout le temps. C'est ce que ça veut dire constamment. Et c'est ça la préparation pour la venue de la Shrina. Rachid nous dit que c'est maintenant qu'on va, le Mishkan a été établi, a été mis en place, on a la présence d'Hachem à chaque fois. Très bien. Donc, pourquoi? Quel rapport? Parce que par l'intermédiaire de ce conte, il y a un lien qui s'est créé, un lien qui s'est été révélé, il a toujours été là, mais maintenant c'est révélé, on en a pris conscience, entre Hachem et nous. Et là, on rentre dans le troisième conte, qui est le conte de la paracha. Rachid mentionnait les trois contes qu'on avait. Le premier conte, c'était le moment de la sortie d'Égypte. Le deuxième conte, c'était le moment du Galazab. Le troisième conte, c'est maintenant avec le Mishkan. Quelle différence? Eh bien, il y a une progression. Comme je l'ai dit, le conte, c'est pourquoi? C'est révéler l'essence même de notre judaïsme, l'essence même de notre identité, et le lien qu'on a avec Hachem, qui est un lien profond, inné, qui dépasse notre comportement. Cependant, l'idée, c'est quand même de vivre son judaïsme, de vivre son lien avec Hachem. De la manière qu'on donnait l'exemple de parents avec des enfants, il y a toujours un lien profond. Et peut-être qu'il y a un amour qui est très fort entre les parents et un bébé, mais l'idée, c'est que l'amour entre les parents et les enfants ne reste pas juste au stade bébé. C'est que même les enfants, quand ils vont se comporter, ils vont grandir, ils vont devenir adultes, etc., se comportent comme des enfants par rapport à leurs parents. C'est-à-dire avec respect, avec un lien profond, et qui vivent une relation belle. Ce ne sont pas des relations parents-enfants où Dieu préserve, les parents et les enfants ne se parlent pas. Au contraire. Et le plus grand nachal qu'on puisse avoir, c'est que non seulement les parents et les enfants se parlent, mais que les enfants continuent dans le chemin des parents et continuent avec le message des parents. Alors ça veut dire quoi par rapport à Hachem? C'est que l'idéal, c'est quoi? C'est qu'on vive notre judaïsme de manière profonde, vécue, et que ce soit quelque chose auquel on adhère. Pas juste que pour faire plaisir à papa et maman, on se comporte de telle et telle manière. Non, non, que ça devienne, que l'enseignement, ce qu'ils ont partagé avec nous, ce qu'ils ont donné, devienne maintenant notre identité en tant qu'enfant adulte de nos parents. Qu'on intègre le message d'éducation de nos parents. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les trois contes dont on parle. Au moment de la sortie d'Égypte, alors on en parle souvent au moment de Pessah, on en parle souvent au moment du Egal-Hazar. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif est sorti d'Égypte. Est-ce qu'ils avaient vraiment intégré le message d'Hachem? L'amour qu'Hachem a pour eux, la relation entre Hachem et eux? Pas vraiment. Pas vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a pu avoir le Egal-Hazar. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient vraiment absorbé. Le Vaudor est la preuve de ça. Le Vaudor, qu'est-ce que le Vaudor nous prouve? Il y a une dichotomie, il y a une séparation entre Hachem et nous. Et il arrive un moment de crise, comme la disparition de Moshe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On laisse tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on avait accepté, et on va faire la faute la plus grave qui puisse exister, qui est cette idole qui a été construite, quelle que soit la manière dont on interprète la Galazab, et c'est certainement quelque chose que Hachem n'était pas très content, et quelque chose auquel on n'est pas très fier non plus. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas vraiment intégré ce message. Ça ne faisait pas partie de nous-mêmes. Donc, la première étape, le premier compte, c'était quoi? Oui, c'est vrai qu'il y a un lien profond entre Hachem et nous. Mais nous, en tant qu'enfants, si on peut dire d'Hachem, on n'avait pas encore vraiment capté, intégré ce message. Donc, il y a ce détachement. Puis, l'étape d'après, c'est la leçon qu'on a prise de Egal Hazav, où on comprend qu'il y a un lien profond entre Hachem et nous. C'est quelque chose qu'on comprend, mais qu'on n'a pas encore intégré à 100%. Ça ne fait pas partie de notre vécu. C'est comme qu'on apprend quelque chose de nouveau. C'est vrai pour n'importe quoi, et ça peut être une nouvelle recette, ça peut être apprendre à cuisiner, ça peut être apprendre à faire du vélo, ça peut être apprendre à conduire. Prenons l'exemple d'apprendre à conduire, parce que je pense que beaucoup sont passés par là. Quand on commence à apprendre à conduire, eh bien, il faut penser à tout. D'abord, je ne sais pas conduire, ou je pense que je sais, mais je me rends compte que je ne sais pas. Donc, quand on est enfant, on se dit, oui, c'est quoi conduire? Conduire, c'est simple. Je vois papa et maman, ils sont au volant, ils font comme ci, comme ça. Bon, moi aussi, je peux faire comme ci, comme ça. Ce n'est pas très compliqué. Donc, conduire, ce n'est pas très compliqué. Mais après, une fois qu'on est soi-même derrière le volant, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, le professeur de l'autre école me dit, voilà, attention, vous allez tourner à droite, il faut mettre le clignotant, tourner à gauche, il faut mettre le clignotant, n'oublie pas non plus de regarder derrière, etc. Et quand on commence à conduire, on a tellement de choses à se rappeler.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rappeler? Pourquoi est-ce que l'étape d'après, on a intégré, on n'a plus besoin d'y penser? On fait ça automatiquement. Parce que même si on a appris tout ça, même si on le sait, ça ne fait pas encore partie de nous-mêmes. Donc il y a cette étape de transition où maintenant j'ai les concepts, je sais ce qui est vrai, et le peuple juif, après le Hagel Hazav, a compris que Hachem est toujours avec eux, mais ils n'ont pas vraiment encore intégré. Comme je dis, c'est quand on commence à conduire, quand on apprend une nouvelle langue, quand on apprend un nouveau concept, on est très conscient de tout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être très conscient de tout? Parce que ce n'est pas encore quelque chose, encore une fois, qu'on a intégré à 100%, ça ne fait pas encore partie de nous-mêmes. La troisième étape, c'est quand on est confortable, parce qu'on a vraiment intégré ça. Et c'est ce que Rashi aussi dit ici, le troisième compte, c'est quoi? Le troisième compte, c'est cette relation qu'on a avec Hachem. Elle est vécue à 360 degrés, ça fait partie de nous. On a dépassé le moment de la sortie d'Égypte où Hachem et nous, n'était pas encore vraiment clair. On a dépassé l'étape après le Hagel Hazav. On a appris qu'Hachem est avec nous, quoi qu'il arrive. Et on en est conscient, on l'a compris, mais ce n'est pas encore intégré à 100%. Et là, on a la troisième étape où notre relation avec Hachem est quelque chose qui est acquis. Alors, pas acquis dans le sens, on n'a plus besoin de penser, mais c'est quelque chose dans lequel on se sent sécure et mature. Et on a appris le concept. Le concept fait partie de nous-mêmes d'une certaine manière. Et c'est lié, bien sûr, à la présence d'Hachem par le Mishkan. On voit le Mishkan, le Mishkan fait partie de notre vie. Tous les jours, il y a les Korbanot, il y a le Mishkan. Hachem fait partie de notre vie. Hachem fait partie de notre vie. Et ça, c'est le compte dont on parle. Donc, ce que nous dit Rashi, c'est que quand Hachem compte le peuple juif à chaque fois, eh bien, c'est pour nous dire qu'il nous aime, mais nous, on a intégré cet amour. On a intégré cet amour dans notre vie, on l'a incorporé dans notre vie, ce qui fait que non seulement Hachem nous aime, mais nous l'aimons aussi, et nous vivons en accord avec ce que Hachem attend de nous. D'où la préparation, le compte, c'est pas un chat de Shavuot, de Bamidbar avant Shavuot, qui est le moment de Matan Torah, parce qu'on vit cette Torah. Et c'est le moment où le Mishkan maintenant opère, parce qu'on vit cette relation avec Hachem qui va passer par le Mishkan. Et ça, c'est donc le conte en général et en particulier le conte qui s'est passé à ce moment-là. Et cette idée, bien sûr, un des messages, c'est bien sûr Avat Israël, où chaque juif est important. Et donc, en préparation à Shavuot, rapprocher le plus de juifs possible vers Hachem pour leur faire partager justement cet héritage, cette relation qu'ils ont avec Hachem, que vous aussi vous êtes juifs. Vous êtes un, comme tout le monde, comme ce conte-là, où chaque juif est important, chaque juif doit être présent. Il ne s'agit pas de savoir qui est plus grand, qui est plus petit, il n'y a pas de différence. On est tous au même niveau, on est tous un. Et ensemble, collectivement, on va faire les 600 000. Donc on a besoin de la présence de chacun, et chacune bien sûr, dans cette relation avec Hachem. Et ça, c'est un message très important. Et quelque chose qui dépasse vraiment notre comportement, il faudrait que le message qu'on doit dire à chaque personne, c'est vraiment ça. Chaque juif est important pour Hachem. Il y a cette idée d'Abba Shem Tov, d'Avat Israël, je parlais de rapprocher les juifs à Hachem, et que chaque juif est important. Le Baal Shem Tov disait que, bien sûr, il faut aimer chaque juif. L'idée d'Avat Israël, c'est quelque chose qui était très important, même les juifs les plus simples. Le Maggid de Mezrich, successeur du Baal Shem Tov, a dit une fois à un de ses élèves, Rabbi Elimelech de Lizensk, il a dit, c'est quoi? Herr Melech. Melech, c'est un diminutif pour Elimelech. Écoute, il faut aimer un rachat gamour de la même manière qu'il faut aimer un tzaddik gamour. Il faut aimer le pire des rachats de la manière qu'on aime le plus grand des tzaddiks. Un tzaddik parfait. C'est une Israël encore plus profonde. Mais il y a quand même une différence entre un tzaddik et un rachat. On dit il faut aimer les deux, mais on est conscient de la différence. L'Admour Zaken nous écrit dans le Tanya que toutes les neshamot sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence tzaddik rachat. On est dans un amour tellement profond. C'est comme je te disais tout à l'heure par rapport à cet enfant, ce bébé-là. Un bébé, on n'attend pas de savoir comment il va se comporter. Il n'y a aucune attente. On l'aime parce qu'il fait partie de nous-mêmes. Un enfant juif, il y a pas c'est pas une question de savoir comment il se comporte ou pas, est-ce qu'il vit son judaïsme ou pas, est-ce qu'il donne du nachat Hachem ou pas. C'est l'enfant d'Hachem. Si c'est l'enfant d'Hachem, à nous de l'aimer. Donc vraiment un message très important par rapport à cette idée d'Avat Israël, de faire en sorte que le plus de juifs possible soient réunis et cette relation, soient conscients de cette relation qu'ils ont avec Hachem. Mais je voudrais rajouter un autre point qui est lié donc au conte en particulier
dans la paracha que nous avons. Dans les contes juste avant, il y avait Moshe qui faisait le conte. Ici, dans la paracha Bamidbar, c'est Moshe avec Aaron. Alors, Aaron, bien sûr, c'est la personne qui aimait le peuple juif. C'était Davat Israël. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'Aaron aussi. Parce qu'on a besoin de faire en sorte que ce soit cet amour-là qui va être représenté par rapport à Hachem. C'est le représentant du peuple juif. Le Zohar nous dit que au moment de Matan Torah, c'est comme une choupa. Et à la choupa, il y a une personne qui amène le khatan, deux personnes qui amènent le khatan et deux personnes qui amènent la kala. Eh bien, Moshe était la personne qui amenait Hachem. C'est-à-dire que Moshe était le représentant d'Hachem ici sur terre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui nous a donné la Torah. Pourquoi? Parce que lui, il était le représentant, l'ambassadeur, le vendeur de Hachem pour amener la Torah ici sur terre. Aaron, lui, représentait le peuple juif. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on dit qu'Aaron, lui, il allumait la menorah. Son travail, c'était d'allumer la menorah dans le Mishkan, parce que la menorah, avec ses 7 branches, représentait les 7 manières de servir Hachem, les 7 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et Aaron était là pour illuminer, faire jaillir cette flamme qui existe à l'intérieur de chaque personne. Que ce soit une personne qui sert Hachem avec amour, que ce soit une personne qui sert Hachem avec crainte, respect, etc., etc. Et donc, on a besoin de cette réunion, que l'amour que Hachem nous montre par l'intermédiaire de ce conte soit quelque chose qui soit aussi vécu par nous. Donc, on a besoin de l'intermédiaire de Aaron pour nous dire, attention, ce n'est pas juste qu'Hachem nous donne cet amour-là, Hachem révèle cet amour, mais à nous de vivre notre amour, à nous de révéler en nous l'amour que nous avons pour Hachem. C'est un amour inné. C'est un amour inné. Mais on a besoin de le toucher, on a besoin de le réveiller et de prendre conscience de cet amour qu'on a en Hachem. On l'a. Mais il faut qu'on l'atteigne, il faut qu'on le révèle ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la présence d'Aaron qui va donc représenter le peuple juif. Et c'est une idée extraordinaire quand on parle de Shavuot, on parle maintenant du Mishkan, parce que c'est comme Rachid nous dit, c'est le moment où le Mishkan a été établi, qui est que ce n'est pas juste quelque chose qui se passe d'un seul côté par Hachem. C'est une relation dynamique où Hachem et nous, les deux ensemble, se retrouvons dans cette dimension et se retrouvons dans cette union. Ce qu'est le Mishkan. On appelle ça Dira Betachtonim, une habitation ici sur terre, ou bien comme le passage qu'on dit, Vassou les Mikdash, Veshochanti Betocham, ils vont faire un Mikdash, et je vais résider parmi eux, à l'intérieur de chaque personne. Mais qui a dû construire le Mishkan? L'idée est venue d'Hachem, les dimensions sont venues d'Hachem, les détails sont venus d'Hachem, mais c'est le peuple juif qui a construit ce Mishkan. Donc on a besoin de se retrouver, que ce n'est pas juste qu'Hachem qui nous montre cet amour, à nous de faire nos efforts à nous de nous révéler, et de nous réveiller, et d'essayer de nous approcher d'Hachem. Cette idée, donc cette fusion du haut et du bas, de Hachem et de nous, où on se retrouve au milieu dans nos efforts à nous. Et ça, c'est la présence de Aaron. Mais il y a aussi un autre élément dans le conte de la paracha de cette semaine. Ce n'était pas juste Aaron qui était là pour Moshe, mais c'était aussi les Nessim, les princes de chaque tribu. Donc Hachem a dit à Moshe, quand vous allez compter le peuple juif, donc il y aura toi et Aaron, et je voudrais que vous allez prendre avec vous les 12 princes des 12 Nessim des 12 tribus. Et ce que le Rabbi nous explique dans les psukim, c'est que ce n'est pas que quand on va compter chaque tribu, on aura besoin du prince de la tribu pour être là présent. Ça pourrait être parce qu'on a besoin de lui d'abord pour lui donner son kavod. On ne va pas se rendre dans le territoire de Yehuda, par exemple, sans frapper à la porte, aller voir Yehuda, le nassif de Yehuda, ou bien de Issachar, ou bien de Rouven, etc. Donc on a besoin, moindre des choses, c'est de se présenter, si on peut dire, au Nassi et de faire le compte, c'est-à-dire de passer de temps en temps avec lui. Ou aussi peut-être que des fois on a besoin d'identifier quelqu'un, et donc le Nassi, qui lui est responsable de cette tribu, pourra nous aider à identifier une personne ou une autre, pour être sûr qu'on c'est bien la bonne personne, appartient bien au bon chevet, etc. Mais ça va au-delà de ça. Tous les Nessim ensemble devaient passer de partie en partie. Juste pour avoir une image, au milieu du peuple juif, le campement du peuple juif, c'est un peu un grand carré. Au milieu de ce carré-là, au centre, était le Mishkan. Autour, il y avait les Lévim et les Kohanim qui campaient. Puis après, sur les 4 côtés, il y avait 3 tribus de chaque côté. Comme 4 côtés d'un carré, à chaque fois, c'était 3 tribus.
Et bien, donc, il fallait partir de tribu en tribu, faire le tour de toutes les tribus. Mais à chaque mois, Moshe et Aaron se déplacent et avec eux viennent tout un groupe de 12 Nessim qui sont, j'adapte dans mes mots à moi ce que j'ai compris de ce que le rabbi nous dit, c'est un peu comme un comité directeur. Ils sont un groupe, ils sont là, responsables de tout le peuple juif. Pas juste de leur tribu, mais de tout le peuple juif. Et ça, nous dit Rabbi, il y a un message important dans ça. C'est quoi ce message? Le message est que, bien sûr, dans le compte, on a dit, on compte le peuple juif et chaque juif fait la même chose. Mais les Shvatim représentaient des manières différentes de servir Hachem. Dans le Beth Amikdash, il y avait 12 points d'entrée et c'était un pour chaque chevet. Pourquoi? Parce que chaque chevet, de manière générale, représente une manière d'accéder à Hachem, dans le Beth Amikdash. Par exemple, dans l'exemple dans la Chassidut, on parle de Réhouven, de Shimon, de Lévi, de Yehuda, où chacun représente quelque chose. Réhouven, ça vient du mot de Réia, de voir. C'est pour ça que Léa a donné le nom Réhouven, qui Ra'a Hachem, Hachem a vu. Cette idée, c'est lié avec Avat Hachem, l'amour d'Hachem, parce que l'amour d'Hachem demande une certaine proximité, c'est le désir de proximité, et ça, c'est uniquement possible, on peut ne voir que quand on est proche. Shimon, c'est l'idée d'entendre. Kishama, Hachem a entendu, et que j'étais haïste, a dit Léa. Entendre, on n'a pas besoin d'avoir la même proximité, on peut se trouver de l'autre côté, du côté d'un mur, de l'autre côté du coin, et on peut entendre. Donc, c'est la crainte, c'était l'éloignement, c'est ce respect qu'on a par rapport à Hachem, cette idée de distance, on donne une certaine distance, on garde une certaine distance avec Hachem. C'est de Shmir, Lévi, c'est l'accompagner, c'est la Torah, Yehuda, c'est la Tfila. C'est des manières différentes de servir Hachem. Donc, on avait besoin aussi de l'intervention des Nessim pour montrer que quoi? Ça ne suffit pas juste qu'on compte le peuple juif en disant on est tous les mêmes. Ça va au-delà de soi. On a aussi besoin que chaque personne vive son judaïsme à sa manière, dans le sens, sa manière, c'est-à-dire avec ce qui lui convient. Pas au niveau de la quantité, au niveau de la qualité, dans le sens où il y a des gens qui sont plus dans l'étude de la Torah, il y a des gens qui sont plus dans la Tfila, il y a des gens qui sont plus dans les Miftsaïm. Chacun a sa chose, même dans la Torah, il y a des gens qui préfèrent étudier la Gemara, il y a des gens qui préfèrent étudier la Chassidut, la Halacha, le Chumash. Chacun a sa manière. Chacun a sa manière de servir Hachem. Et donc, il faut reconnaître aussi que non seulement je suis juif et donc je suis connecté avec Hachem, mais je suis juif dans mon cœur. Non, non, non. Il faut passer un peu au-delà de ça. On est juif dans son cœur, oui. Et ça, on ne peut jamais nous le retirer. Un juif, c'est un juif, c'est un juif, point final. Mais passons quand même au-delà de ça. Comment est-ce qu'on va vivre son judaïsme? Parce que la relation que j'ai avec Hachem, ce n'est pas juste, ouais, je suis juif et ça y est. Non, j'ai besoin de vivre mon judaïsme. J'ai besoin de l'exprimer. Alors, je peux l'exprimer à ma manière. Pour certains, c'est dire beaucoup de Télim, pour d'autres, c'est aller beaucoup de Mifsaïm, pour d'autres, c'est beaucoup de Torah. Chacun à sa manière, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on ait une manière. Que j'appartienne à Réhouven, que j'appartienne à Shimon, que j'appartienne à Lévi, mais j'ai besoin de vivre mon judaïsme d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que non seulement ce qui est important, c'est le fait que je suis juif, mais ma manière de servir Hachem est importante aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir tous les Nessim, tous les 12 princes de chaque tribu ensemble? Parce qu'il faut bien comprendre que chaque manière de servir Hachem, ce n'est pas juste ma manière à moi. Eh bien, je suis comme ça, moi je suis un peu mieux, un peu moins. Non, c'est ma contribution à l'édifice global. Parce que tous les Nessim sont là tous. C'est-à-dire que chacun amène sa pierre à l'édifice. Ensemble, on a quelque chose de complet, de parfait. Donc c'est vrai que pour moi, c'est plus la Torah, pour quelqu'un d'autre, c'est plus la Tfila, pour quelqu'un d'autre, c'est plus le Mifsaïm, pour quelqu'un d'autre, c'est plus ci, pour quelqu'un d'autre, c'est plus ça. Mais ce n'est pas juste moi de manière isolée. Mon étude de la Torah, c'est très bien. Et c'est ma contribution à accomplir ce que Hachem attend de moi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va faire la Tfila. La Tfila, ce n'est pas moi. La Tfila, ce n'est pas moi. On en a besoin aussi. Rabbi donne l'exemple d'un corps. Ce n'est pas son exemple à lui, c'est un exemple qui est ramené dans la Torah plusieurs fois, des Mashalim, dans le Midrashim, dans la Chassidut. Un corps a besoin d'avoir une tête, a besoin d'avoir un cœur, a besoin d'avoir un foie, a besoin d'avoir des pieds. Une personne sans pied, Dieu préserve, il lui manque quelque chose. Et on a besoin d'avoir un foie, encore une fois, même si le foie, ce n'est pas le cerveau, on en a besoin. Donc chaque personne contribue à la somme globale. Et on a besoin de tout le monde.
Si un cerveau se dit, ouais, le foie, c'est n'importe quoi, il ne peut même pas penser, etc., bah, la personne ne peut pas vivre comme ça. Donc, on peut pas se dire, oui, moi, c'est la meilleure manière que j'ai de servir Hachem, et moi, je suis le plus important, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non. Une tête toute seule, sans corps, ça ne veut rien dire. Des pieds tout seuls, on dit, ouais, moi, je peux faire du football, et moi, je peux marcher, moi, je peux courir sans les pieds, la tête ne va pas à la choule. Et c'est vrai, mais des pieds tout seuls, ça ne veut rien dire non plus. On a besoin de comprendre qu'on a besoin d'avoir tout le monde ensemble. Et que tout le monde ensemble vont contribuer à ce que Hachem attend de nous, c'est dire cette habitation ici. Donc c'est important de se dire, j'ai besoin de faire ma part à moi, mais ma part à moi, elle n'est pas plus importante et plus belle que d'autres. Je dois respecter, honorer la contribution de chaque personne. Donc, chaque personne, ce que chaque personne fait, c'est contribuer à accomplir ce que Hachem attend du monde et du peuple juif. Cette idée de dire Tartanim. Donc on a vraiment besoin de respecter et de comprendre que chacun à sa manière contribue à la vie du Mashiach, contribue à la révélation de la Shekhinah ici sur terre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir tout le monde ensemble, tous ces Nessim, tous ces princes-là, pour dire c'est pas un à la fois. Tout le monde ensemble s'occupe du peuple juif. On a besoin de tous, de toutes ces différentes manières de servir Hachem, telle et telle manière. On a besoin de tout le monde pour avoir quelque chose de parfait, de complet. Donc vraiment, un message qui nous dit plein de choses, on va essayer de résumer là, ça. Premièrement, chaque juif est important. Et on a besoin d'être tous unis, parce que chaque juif compte. Parce que s'il y a 600 000 et il y a un qui fait la grâce matinée et qui ne vient pas, on a le plus 600 000. Il y a un manque. Comme on donne souvent l'exemple dans le Sefer Torah, chaque juif est né dans le Sefer Torah. S'il manque une lettre dans le Sefer Torah, c'est tout le Sefer Torah qui est pas seul. Ce n'est pas juste une lettre ou un mot qui va être pas seul. Le Sefer Torah en entier, s'il manque une lettre, tout le Sefer Torah est pas seul. Donc chaque juif a besoin d'être présent, d'être là et de vivre en son journalisme. Et d'être connecté à Hachem, parce que chaque juif est important pour Hachem. Deuxièmement, on a tous nos manières de servir Hachem, et c'est important. On est censé servir Hachem. C'est important de faire nos efforts, c'est important de faire aussi, de ne pas se dire, ah, ok, de toute façon, Hachem, même quoi qu'il arrive, j'ai rien besoin de faire. Non, on a besoin de vivre cette relation avec Hachem, de l'exprimer, de la comprendre, de l'étudier, de l'intégrer. Mais aussi, on a besoin de comprendre que ma manière de servir, de faire les choses, ma manière de servir Hachem, n'exclut pas les autres. Et chacun a sa place, tant que c'est bien sûr validé par l'Halakha, chacun a sa place et chacun est important. Il est important pour chaque personne d'amener sa pierre à l'édifice et chaque personne a un rôle à jouer dans tout ça. Donc vraiment respecter les autres, respecter les différences qu'on puisse avoir, de faire en sorte que tous ensemble, tout le clan d'Israël, avec toute la Avodah, toute la Torah Mitzvot, chacun à sa manière dont ça a été fait, ensemble on va contribuer à l'accomplissement global de la volonté d'Hachem, qui est la vie du Mashiach. Et puisqu'on est à moins de 2 semaines de Shavuot, qu'on puisse vraiment recevoir la Torah, comme on dit, de manière heureuse, qu'on soit heureux d'avoir la Torah, et que ce soit quelque chose qu'on puisse intégrer en nous. Et le moment sera vraiment intégré au maximum. Ce sera l'avenir du Mashiach, que ce soit très, très bientôt. Merci et bonne soirée.